Hola todos oyentes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Plateau Foot Europe, émission 100% Actu Foot Européen. L'équipe est bien au complet. Franck Nounyama, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir encore une fois. Ravi de te retrouver. Le plaisir est partagé. Toujours. Et juste à côté, c'est Roméo Yetor. Hola Roméo, comment tu vas? Je vais bien. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Armel Waba, good morning. How are you today? I'm very fine. Ah, ça se sent. Ezekiel Ayataï, buongiorno. Buongiorno Angelo, bonjour à tous. Ah oui, elle vient de nous rejoindre également à l'instant. C'est Sa Majesté Fifi Asogbavi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau, je salue toutes les auditrices et tous les auditeurs de cette émission. Il est également présent comme tous les vendredis. Lui, c'est Elom Adovon, fidèle au poste pour la vidéo de cette émission à suivre sur la page YouTube de la radio. Tapez seulement le www.radiosportfmtg.com et vous avez tout au sommaire du numéro 479. Elle est bien de retour au rendez-vous, la Ligue européenne des champions avec toutes les rencontres des huitièmes de finale aller du mardi et mercredi dernier. La Ligue Europa n'est pas du reste. Les majeurs au menu, City brille de mille feux en première ligue anglaise, le Barça accroché, le Real gagne en confiance, le Bayern, le Napoli et le Paris Saint-Germain sont tous tranquilles dans leur fauteuil de leader. Les rubriques questions des auditeurs, thèmes sportifs et puis top 3 africains bien inscrits à la carte du menu. Invité exceptionnel dans ce numéro, il s'agit du défenseur et international togolais, j'ai nommé Djenda Konam, qui évolue du côté de Retafe en Liga espagnole. Il sera en ligne tout à l'heure dans cette émission. Tout est dit, la mise en onde de cette émission est signée Gildas Caboret. Je suis Angelo Folikwe. Merci de votre fidélité d'écoute. Plateau Foot, c'est parti. La Ligue européenne des champions de retour mardi dernier. On va s'intéresser à ce gros match qui a été joué du côté de Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Avant de revenir en studio pour évoquer les commentaires et analyses, on a fait le tour de Lomé pour avoir quelques avis à la suite ou à la fin de ce match. Nous écoutons d'abord, la réaction du public lorsque Ronaldo a marqué et juste derrière les analyses des fans. Ils ont pensé que Carvajal n'était pas là, donc on allait nous gagner, mais ils ont eu la surprise du soir, quoi. Nacho était en forme, Marcelo a confirmé qu'il était un grand joueur, et puis le Real a gagné, quoi. Ce pari, au début on n'était pas trop confiant, mais par la suite on a su gagner le jeu, quoi. Ils ont trop compté sur Neymar, je pense, quoi. Le jeu se fait à 11 par 1, quoi, c'est ça, hein. Et après tout, le Real, c'est une grande équipe. Oui, je suis vraiment confiant que le Real Madrid va gagner à Santiago Bernabéu, car le Real Madrid c'est mon équipe préférée. Côté Real, je peux dire que c'est le coaching qui a joué. Sinon, Cristiano Ronaldo, il a fait de son mieux quand même. Zinedine Zidane qui a fait un bon coaching. Paris, lui aussi, il a joué, il n'est pas mal quand même. Et Neymar, il a fait son jeu. Et ainsi que Mbappé, seulement Cavani qui n'est pas aussi à jour comme d'habitude. Moi, je crois que Paris, il se retrouve dans le match quand même. Il n'a pas fait de bon choix. Pourquoi il a fait sortir Cavani? Cavani, il est là-bas, il pèse sur les défenseurs. Qui parle pour football? Il y a le Real est pour ball. Pour le mi-temps, il y a mais Real pour le mi-temps, il joue bien. Mais il y a maladie, il va deuxième mi-temps. Paris pour le deuxième mi-temps, pour monsieur concrétiser l'occasion. Paris a équateur, finition quoi. Nous t'es tué match. On y a des matchs à difficile là. On doit conserver à avoir. Nous t'es arrivé à nous. Et c'était là la réaction de certains fans qu'on a rencontrés à l'issue du match Real Paris Saint-Germain. Nous allons nous intéresser à un autre club de la ville de Madrid, direction la ville de Madrid bien sûr, et parlons de Retafe. Djenda Konam est en ligne avec nous. Bonjour Djenda Konam. Oui, bonjour à vous. Bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs, à tous qui nous suivent. Alors, comment vous portez-vous à Retafe? Ouais, je vais bien, je me sens bien à Retafe.
Je me sens bien à Madrid, je me sens bien en Espagne. Alors, nous allons vous poser quelques questions par rapport à votre superbe saison à Retafe. La première question nous vient de Roméo Yetor, spécialiste de la Liga espagnole. Bonjour Diène. Oui, bonjour. Alors, à la fin de ce match contre le FC Barcelone, on t'a vu, tu soufflais quelque chose à l'oreille de Iniesta. Que lui disais-tu? Dans mes interviews précédentes, j'avais déclaré que Iniesta est mon favori, mon idole en tant que joueur. Je l'attire énormément. Donc, à la fin du match, je viens de l'aborder, discuter avec lui, de lui dire ce que je ressentais. Et il me disait aussi qu'il était à l'écoute, il a suivi mon interview et tout, et que c'était un plaisir aussi pour lui. Alors, Diène, dites-moi, comment avez-vous préparé ce match contre le Football Club Barcelone? Cela n'a pas été très différent par rapport au match précédent. Juste, il y avait certains détails, genre mental. Le coach a beaucoup insisté par rapport à cela. D'être conscient de la souffrance qu'il va me passer, et ça serait un match très difficile par rapport à la possession et tout. Tout le monde le savait. Je pense qu'il a aussi beaucoup insisté sur le travail en bloc, le travail défensif. J'ai tapé, c'est pas un club où il y a beaucoup de cas, vous le savez. C'est un club de famille. Et je pense qu'on a petit défensivement. Et ce qui nous a fait revenir avec. Autre question, Armel Waba. Salut Jean. Ouais, salut. Vous évoluez désormais en championnat d'Espagne, où vous rencontrez Cristiano Ronaldo et Messi. Dites-nous, ces deux joueurs sont-ils aussi forts que nous le pensons? Sincèrement, c'est un truc que moi je rêvais, de jouer la Liga, de jouer ce genre de joueurs. Et maintenant, je suis là-dedans, je suis très content, je suis très fier de moi. Mais vous savez, jouer avec ce genre de joueurs, pour moi, en tant que Togolais, c'est une source de motivation pour moi. Ça me motive énormément et ça me permet d'être plus concentré, de donner le temps de moi, comme tout Togolais, comme tout Africain, de s'affronter aux grands. D'accord. Alors pour... j'ai été, la fois dernière, j'ai été bien concentré, je me suis préparé, surtout mentalement. En plus de ça, je suis là-dedans maintenant, donc c'est comme la routine. Alors, une autre question, Fifia Sogbavi de togofoot.info. Jeanne Daconan, bonjour. Bonjour. Une question, on sait que vous avez été formé ou bien vous êtes latéral de formation, mais depuis quelques saisons maintenant, vous évoluez en défense centrale. Dites-nous aujourd'hui à quel poste êtes-vous plus à l'aise, en tant que latéral ou en tant que défenseur central? Ouais, sincèrement, là, je vais dire je me sens plus à l'aise comme défenseur central, maintenant. Mais je peux dire qu'à mettre quand je fais petit, j'aimais bien doubler être défensif. Donc, j'avais aussi joué au milieu défensif d'après au Cameroun latéral. Donc, moi, le plus important, franchement, le plus important pour moi, c'est de jouer. Même là où je me sens mieux à l'aise maintenant, en tant que joueur professionnel, défenseur central, le premier défenseur central. Franck Nounyama, votre question pour Jane Dakonam. Jane, bonjour. Oui, bonjour. Mais de l'étoile filante à Coton Sport de Garoua jusqu'à Retafe aujourd'hui en passant par Alcorcón et puis Saint-Tron, comment Jane explique cette progression que beaucoup qualifient aujourd'hui d'extraordinaire pour un joueur togolais? Tout d'abord, je remercie Dieu le Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Je pense que ce qui concerne notre Retafe, c'est la Liga.
effectue un grand travail, beaucoup d'obstacles, comme vous le savez, être africain, c'est vrai. Mais ma courbe de conférence financière, je suis fier que je fais cela. Et je pense que tout cela est possible grâce à ma famille qui me soutient énormément, et à mes amis qui me soutiennent aussi énormément, et à l'humilité et au travail. Alors, dernière question avant de vous laisser partir à l'entraînement. Ezekiel Ayataï. Oui, bonjour Diane. Oui, bonjour. Alors, depuis que vous êtes arrivé en Ligue espagnole, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou le plus impressionné? Ouais, ce qui m'a plus marqué ou m'a plus impressionné, je pense que c'était un rêve de jouer contre le Real de Madrid, comme le FC Barcelone et tout. Et je pense que je suis en train de réaliser mes rêves. Et c'est un truc que je remercie le bon Dieu pour cela. Je pense que tout ça, ça me marche chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau. Chaque jour, j'essaie d'être moi-même aussi. Et je pense que c'est le début. Moi, je continue à travailler. Je continue à bosser dans l'anonymat. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vais encore découvrir, que je vais encore aimer. Et voilà. Oui, Jane, parlant de votre club formateur, Jouvenceau, aujourd'hui, quel est le lien entre vous et ce club? Votre club formateur, Jouvenceau, quel est le rapport aujourd'hui entre vous et Jouvenceau? Ouais, c'est ma famille. C'est là où je suis né et tout. Donc, il y a toujours une relation je fais partie de Jouvenceau, je fais partie de la famille. Donc, sachez que c'est ma famille et une famille. On prend soin de sa famille, ça c'est très important. Sa famille, c'est le temps. Donc, j'ai une très bonne relation avec Jouvenceau. Et voilà. Merci beaucoup, muchas gracias, Seigneur Jane Dacona. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. De nada. On vous souhaite un bon entraînement. Vous jouez lundi face au Celta Vigo et on vous dit beaucoup de courage et surtout que du succès du côté de Retafe, et nous vous souhaitons également le meilleur. Pourquoi pas nous vous retrouver très bientôt en première ligue anglaise également, qui reste votre championnat de rêve également. Merci à vous. Ok, ciao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. À l'instant, en direct de Madrid, c'est comme si nous y étions. Nous étions avec Jane Dakodam, défenseur international togolais qui évolue du côté de Retafe. Et on va s'intéresser toujours à cette Ligue des Champions. On va s'intéresser à cette formation du Real Madrid qui, la dernière fois, recevait le Paris Saint-Germain. On a annoncé tant de bonnes choses. Est-ce que vous aviez été satisfait à la fin de 90 minutes, Franck Lunyama? Dans quel sens? Dans le spectacle, la copie des deux équipes. Oui, moi je disais depuis la semaine dernière dans ce studio que la pression c'était sur le Paris Saint-Germain qui a envie de s'inscrire sur la liste des grands clubs, parce que pour moi, pour l'instant, Paris n'est pas encore un très grand club en Europe qui pourrait quand même faire basculer les clubs comme le Real, comme le Barça et d'autres grands du continent, donc européens. On l'a vu la dernière fois sur ce match. Je crois que Paris a bien commencé comme une équipe qui avait de l'enthousiasme, qui avait de la confiance et a d'ailleurs marqué ce premier but-là. Mais après, on a vu qu'au cours de la rencontre, le Real a à un moment laissé faire et puis après a planté des banderilles qui ont fait très très mal pour le club français. Donc sur ce match, globalement,
Maintenant, on va dire tout simplement qu'il a manqué de confiance à cette équipe de Paris Saint-Germain. À la fin du match, vous allez voir que les 2 derniers buts du Real ont été marqués dans les 10 dernières minutes. Et c'est ça, jouer en Ligue des Champions. Quelqu'un a dit quelque chose il y a quelques mois, je citais Oliver Kahn, qui disait il ne s'agit pas d'aller chercher les meilleurs joueurs, d'avoir beaucoup d'argent, mais la Ligue des Champions, c'est un vécu, c'est un état d'esprit. Et pour moi, le Paris Saint-Germain n'a pas encore cet état d'esprit pour aller chercher les grands. Je suis désolé peut-être pour les supporters du Paris Saint-Germain, mais c'est la réalité. Donc sur ce match, ils ont fait preuve encore une fois de fébrilité. Lorsque vous voyez l'entraîneur même qui demande à Dani Alves d'aller jouer aux côtés de Mbappé et de Neymar, ça c'est faire fausse route. Et là, ça a apporté aujourd'hui une fissure dans l'institution Paris Saint-Germain même. Et moi, je pense que Paris va s'arrêter encore une fois. Le temps pour lui de travailler, de grandir et d'avoir cet état d'esprit qui permet quand même de gagner la Ligue des Champions. Pour l'instant, pour moi, Paris n'a pas encore cet état d'esprit et il lui reste une chance sur 4 de pouvoir passer. Une chance sur 4. On va s'intéresser à la presse madrilène. Tout à l'heure, on va voir également du côté de Fifi ce que la presse a dit. Prestation acceptable, bling bling pour le Real Madrid? Oui, comme toujours, parce que la copie est belle pour le Real Madrid. Au départ, on critiquait Zizou par rapport à la prestation de son équipe. À juste titre, Roméo? Oui, à juste titre, puisque le Real Madrid en championnat est très loin derrière, même si le club occupe la 4e place, ça ne ressemble pas au Real Madrid. Et voilà, Zizou a encore sorti une magie contre le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Tout le monde dit que Zizou est un grand entraîneur. Par rapport à ce qu'il a fait dans cette rencontre, il a osé et je crois que son audace a payé. Parce que quand vous recevez à la maison et que vous êtes à un but partout, il faut jeter toutes les cartes dans la bataille. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis pratiquement les joueurs offensifs. Et c'est en ce moment même qu'on a vu le Real a dominé complètement le Paris Saint-Germain. Et les 2 buts sont arrivés. Je crois que Zinedine Zidane, aujourd'hui, il a un petit quelque chose en plus que Unai Emery dans cette rencontre. Parce que Unai Emery, quand on est entraîneur et qu'on prend des décisions, il faut l'assumer. Il a décidé de jouer avec un milieu à 2 et aujourd'hui on se dit tout simplement que l'effectif ou bien le choix de Unai Emery ne lui a pas donné raison parce que l'équipe a perdu. Il a sorti Cavani à un moment précis où il ne fallait pas le faire, même si Cavani n'a pas marqué dans cette rencontre. Je crois qu'il constitue un poids sur la défense madrilène. Sa sortie a complètement libéré la défense du Real Madrid qui ose même monter parce qu'avec Cavani c'est difficile de pouvoir dépasser la ligne médiane et sa sortie a libéré les défenseurs madrilènes et le but de Cristiano Ronaldo est arrivé et ensuite on a vu également Marcelo, le défenseur, comme à son habitude, il a monté et puis il est parti planter ce 3e but là qui donne beaucoup plus d'avantages au Real Madrid pour le match retour. Fifi, que dit la presse française? Est-ce que Paris a été petit, nonchalant? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de résumer un peu les propos de la presse, mais avant j'aimerais dire, c'est vrai que Zidane a fait des remplacements quand il met Vasquez, quand il met Asensio, quand il met Bale en jeu, alors qu'il y avait déjà, Cristiano Ronaldo et avec un Marcelo vraiment très très offensif. Il a vraiment osé, mais c'est parce que, comme vient de le dire tout à l'heure Roméo, c'est parce que Unai Emery lui a laissé faire. Quand on sort Cavani à ce moment du match, on dit nous voulons maintenant défendre. Zidane a compris que Paris Saint-Germain n'ira plus chercher un but, mais plutôt rester derrière, contenir l'équipe du Real. Et il a mis tout en... Emery a eu peur? Moi, je crois que sur ce match, Unai Emery a eu peur du match, plus que ses joueurs même. Et c'est Unai Emery qui a fait perdre ce match au Paris Saint-Germain. Moi, je le dis parce que quand on sent Cavani à ce moment, même si Cavani dans le jeu n'était pas très présent, on sait qu'il suffit d'une véritable occasion à Cavani pour mettre un ballon au but. Et ça empêchait la montée de cette équipe du Real Madrid. Quand à un moment donné, on laisse Mbappé. J'ai l'impression, je ne veux pas jouer trop le rôle de supportrice ou de supporter de cette équipe du Paris, mais je crois que Mbappé, à un moment donné, devait sortir. Et à la place de Cavani, on mettre en place... Pouvait-il le faire sortir? Pourquoi? Du foot français. L'équipe n'appartient pas à Mbappé. À un moment donné, Di Maria, qui est l'un des meilleurs Parisiens depuis le début de l'année,
est sur le banc 90 minutes, qui ne rentre pas en jeu. Vous ne comprenez pas Moi, cela? je crois que Mbappé, qui ne fait pas d'effort défensif, qui ne vient pas aider sa défense, pouvait sortir à un moment donné et faire entrer Di Maria. Problème de coaching d'Emery? Oui, qui pouvait apporter défensivement et apporter également offensivement. À 10 minutes ou à 15 minutes de la fin de cette rencontre, on pouvait faire entrer également Lassana Diarra. Lassana Diarra est arrivé pourquoi? Ce n'est pas pour jouer le championnat, pour faire gagner le championnat au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est en train déjà de gagner le championnat. Quand Lassana Diarra arrive à un moment donné, quand on amène Dani Alves en milieu de terrain, Diarra pouvait arriver. Vous ne l'avez pas compris? Je ne l'ai pas compris. Diarra pouvait arriver en ce moment pour essayer de casser quand même le rythme de cette équipe. Je crois que ça fait la deuxième fois que Unai fait perdre des matchs. Oui, parce que face au Barça, sur le sujet, il avait décidé également de jouer un match comme ça derrière et on a vu ce que ça a donné. Oui. Encore sur ce match, je crois que tactiquement, Zidane a battu Unai et Unai n'est pas encore un entraîneur de ces grands. Est-ce que la presse est confiante pour la suite, Fifi? Oui, je disais tout à l'heure, je peux dire qu'il y a une partie de la presse qui est quand même déçue de ce résultat-là. Oui. Eurosport, par exemple, qui parle de 3 minutes qui coûtent cher. Oui. Et Paris qui s'est écroulé, écrit l'Est républicain. Le PSG s'écroule en premier match royal pour le Real. Voilà. Un peu. Maintenant, il y a une autre partie qui pense quand même que le PSG... La remontada. Oui, il y a une partie qui pense que le Paris Saint-Germain aura besoin d'un exploit pour passer. C'est le cas de Massy Foot, Paris condamné à l'exploit, une fin de match cauchemardesque qui condamne les Parisiens à gagner par au moins 2 buts d'écart pour se qualifier au tour suivant, écrit Eurosport par exemple. Puis il y a une autre partie qui reste optimiste pour l'équipe, même si le PSG s'est effondré en fin de match. La qualification pour les quarts de finale, elle doit être compromise. Et puis l'Est républicain, pour sa part, voit le suspense en entier. Ce résultat reste et préserve encore une petite part de suspense pour la manche retour. Et puis le Parisien de rassurer. Ah oui, le Parisien, naturellement. Il y a 3 raisons d'espérer. 1, Paris est objectivement meilleur. 2, le retour se joue au Parc des Princes. Et puis 3, la MCN doivent, Neymar et la SCN doivent une revanche. Voilà, c'est à peu près... ce qu'on peut retenir de la presse. Une presse divisée. Voilà. Et Ezekiel, du côté du Real Madrid, quels sont les hommes forts de cette rencontre-là? Les hommes forts de ce match, je pense que c'est Zidane. Parce que c'est tactiquement... C'est tactiquement que le Real a gagné ce match. Surtout le 4-4-2 mis en place par Zidane a permis au Real de trouver ou d'avoir plus de largeur dans ce match-là et d'exploiter à son aise le couloir laissé par Dani Alves depuis le remplacement de Cavani. Donc je pense que c'est le PSG qui a remis les clés de ce match au Real Madrid parce que le Paris Saint-Germain tenait bien ce match. Le Paris Saint-Germain avait tout mis en place pour pouvoir gagner ce match-là. Et dans la production du jeu, je pense que le Paris était très bien présent. Le Paris contenait comme il le fallait le Real Madrid. Donc je crois que c'est Unai Emery également qui a raté son... Vous le voyez continuer? Non, je ne pense pas. Bon, si le Paris Saint-Germain arrivait à créer l'exploit, il pourrait rester. Mais dans le cas contraire, je pense qu'il va partir. Parce que dans ce match, d'abord, il y a eu le remplacement de Cavani. Vous aussi, vous n'êtes pas d'accord? Non, pas parce que l'Uruguayen pesait autant sur la défense du Real, mais parce que le remplacement de Cavani a obligé 3 changements le Paris a procédé à 3 changements de poste, ce qui a déséquilibré le bloc équipe du Paris Saint-Germain. Parce que d'abord, quand il est sorti, Alves était obligé de revenir au milieu de terrain et laissant le couloir là, Meunier qui n'arrivait donc pas à suivre le rythme de ce match puisqu'il est entré en cours de jeu. Mbappé qui monte en pointe n'a pas été plus brillant que Cavani. Donc je pense que tout ça n'a pas aidé le Paris Saint-Germain. Et surtout, cette histoire de sentinelle, je pense que là, c'est pas Unai Emery, mais c'est peut-être le recrutement du Paris Saint-Germain. Vous voulez pointer du doigt qui? Verratti, Rabiot ou qui? Oui, mais Lo Celso? Lo Celso surtout, je crois que il a été le flop de ce match. Vous auriez aimé Di Maria à sa place, puisque déjà, il y a eu 12 duels
pour Lo Celso dans ce match, il n'en a gagné que 3. Alors pour un match de ce niveau, si on n'arrive pas à gagner les duels, si on crie aujourd'hui N'Golo Kanté, c'est parce qu'il gagne les duels, c'est pas parce qu'il est extraordinaire balle au pied ou rien d'autre. Donc je crois que Lo Celso non seulement ne gagnait pas ses défenses, mais il a fait une preuve monstre d'inexpérience dans ce match, la preuve ce penalty concédé. Donc je crois que c'est Unai Emery qui a fauté dans ce match, et un autre joueur à pointer du doigt, je pense que c'est Neymar qui au lieu en a fait de trop. Oui, au lieu de jouer pour l'équipe, Neymar pouvait briller en s'appuyant sur ses coéquipiers, mais Neymar a voulu faire ce match tout seul. Et il est venu pour ça, non? Mais justement, il a compris que tout seul, on ne peut pas gagner. S'il arrivait à gagner ses matchs au FC Barcelone, c'est parce qu'autour de lui, il y avait des joueurs comme Messi et tous les autres. Même s'il arrivait à sortir du lot, à sortir la tête, je pense que c'est l'apport des autres joueurs qui lui feront plus briller, qui feront plus briller Neymar, ce qu'il n'a pas compris, et il a appris à ses dépens. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est vrai, il y a une défaite, mais y a-t-il certains joueurs qui vous ont émerveillé dans la production du jeu? Oui, Rabiot, je l'ai beaucoup. Buteur, mais pas seulement. Quand on voit toute la maîtrise, tout le sang-froid de ce joueur-là avec cet âge-là, sachant qu'il est très bien en concurrence au milieu de terrain, je pense qu'il s'en sort très bien. Maintenant, pour moi, ce match, c'est aussi l'échec de tout le clan brésilien. On sait qu'ils sont arrivés à Paris superstars justement pour des objectifs-là, et ils se croient maîtres de cette équipe. Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, qui à chaque fois, lui, n'est jamais présent pour ses grands rendez-vous. Et tout cela a été incarné par, comme l'a dit Ezekiel, ce match totalement raté de Neymar. Certes, on est arrivé à la fin avec... Vous n'êtes pas sévère avec le joueur? Non, je ne suis même pas sévère. Je n'essaie même pas encore de l'être. Hein. Vous savez, 3-1 à l'arrivée, ça ne reflète pas totalement le scénario de ce match. Parce que Paris avait, dès le début de ce match, quand même l'occasion peut-être de tuer déjà le match. Mais Neymar a plutôt choisi de frapper que de délivrer une passe. Il a systématiquement essayer de faire la différence tout seul. Ça ne marche pas. Et là, on comprend que Paris n'est pas encore une équipe. On va s'intéresser si vous nous permettez juste de placer un mot concernant Neymar. Je crois qu'on est un peu sévère par rapport à ce joueur. Parce que dans cette rencontre, on a constaté que le Paris Saint-Germain manquait un leader. Le leadership, ça n'existait pas. Donc, il a voulu tenter le coup. C'est ce qu'il a fait. Moi, je ne pense pas que Neymar était médiocre ou bien n'a pas été à la hauteur de ce duel. Il a répondu, sauf qu'il n'y avait personne autour de lui. C'est vrai que dans les dernières décisions... Y avait-il quelqu'un sur le banc? Bon, quelqu'un sur le banc, moi je pense que Di Maria pouvait faire le jeu là. Di Maria, ancien joueur du Real Madrid, on pouvait le titulariser parce qu'il connaît bien la maison. Absolument. Di Maria qui est resté... tellement sur le banc, il n'a même pas eu le temps de s'échauffer, parce qu'on a vu également le tweet de son épouse, c'est ça, qui n'était pas du tout d'accord par rapport si les femmes des joueurs sont belles, ça veut dire qu'il y a problème au niveau du Paris Saint-Germain. Même la femme de Thiago Silva. La femme de Di Maria qui dit mais tu es le meilleur, tu marques des buts sur ces derniers mois, c'est toi. Et c'est le meilleur Parisien en 2018. Il faut faire tout ça pour le banc. Et puis Thiago Silva, du côté de sa femme, il dit tatika, ok tatika. Et quel tactique à la fin. Donc ce n'est pas bien pour le technicien espagnol, il faut le dire. Il doit sa survie au prochain match. Ah oui, s'il gagne, très attendu il pourra terminer la saison. Peut-être s'il ne gagne pas, c'est sûr que... Exit Unai Emery. Ce sera compliqué de gagner, parce que de se qualifier, de gagner, possible de marquer 2 buts. 2 buts à 0, 2 buts à 0, 3-0 pour le Paris, ça peut passer? Ça peut passer parce que le Paris a déjà fait face sans que le Real ne marque. Oui, maintenant sans que le Real ne marque, c'est ça. L'équation est difficile. C'est là que ça devient vraiment compliqué. On va s'intéresser à une autre formation qui a eu, on peut dire, tellement de facilité dans cette Ligue des Champions. C'est Liverpool qui a gagné 5-0 avec un triplé de Sadio Mané, un but de Firmino et puis de Mohamed Salah. Ah oui, la classe. Face à Porto. La classe finalement de l'Égyptien. Le duel Aboubacar, Salah n'a pas existé. Aboubacar n'a même pas joué, je crois. Bon, nous on le voyait sur le papier. La seule petite excuse qu'on peut donner à cette équipe portugaise, c'est qu'il y avait 5 titulaires qui n'étaient pas présents. Mais ne serait-ce que dans le rapport de force entre ces deux équipes, on le disait la semaine passée, Porto, ce n'est pas quand même un novice en la matière. C'est une grosse expérience. Surpris par le score?
Oui, surpris. Peut-être Porto pouvait se faire battre, mais 5-0. Mais quand on connaît aussi l'attaque de feu qu'a Liverpool actuellement, ça peut s'expliquer avec notamment la classe de l'Égyptien, du Pharaon. Il faut aller voir le but. Le sang-froid, c'est incroyable. C'est extraordinaire. On va s'intéresser à cette affiche également. Juventus-Tottenham. La Juve qui a mené très tôt dans cette partie, mais rattrapée par le King, Harry Kane et puis ses autres. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des Turinois? Oui, je crois que la Juve s'est vue, la vieille dame s'est vue trop belle, je crois, parce que menée rapidement déjà dès la 9e minute. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc, il y avait déjà 2-0 pour... il y a même un penalty raté. Oui, et il y avait déjà 2-0 pour la Juve. La Juve, enfin, si on connaît en plus la force tactique ou bien des Italiens, surtout sur le plan défensif. Oui. Donc, les Italiens, très tôt, ont voulu conserver ce score-là. Donc, après le deuxième but, on a l'impression que les Italiens n'ont joué que 9 minutes dans ce match. Après les 2 buts, ils sont redescendus très bas pour pouvoir contenir les Anglais. Mais on a remarqué que c'est une équipe de Tottenham qui a de la valeur, qui a des joueurs surtout sur les côtés, des joueurs qui vont très très vite. Donc ça a énormément dérangé la défense italienne. Harry Kane avec son sens du but qui permet quand même aux Anglais de... Il a fait balader Buffon, Oui. Complètement. Oui. Déjà, si on voit l'appel, la défense qui jouait la ligne, mais il a fait la peine de façon latérale pour ne pas être en position irrégulière avant de prendre ce ballon. Donc ça montre toute la classe ou tout le sens du but. C'est un attaquant de métier, tout simplement Harry Kane. Et il a démontré dans ce match. Mais je pense que les Italiens ont perdu ce match tout seuls. Parce qu'ils pouvaient quand même continuer de jouer comme ils l'ont fait en début de match pour pouvoir tenir tête ou pouvoir marquer même d'autres buts dans ce match. Mais ils ne se sont pas donné toutes les chances. À force de jouer bas, les Anglais se sont créés plus d'occasions et à l'arrivée, ils ont gagné également en confiance et marqué ce but-là qui leur a permis de revenir dans ce match. Donc je pense que la faute est plus aux Italiens. Autre équipe anglaise pour laquelle ça marche très très fort, c'est City qui corrige FC Bâle. La dernière fois, vous aviez dit qu'il n'y aurait pas match. Vous avez eu raison. Il n'y aurait pas match. 4-0. Et City, pour moi, déjà en quart de finale. 4-0 au match aller en Suisse. Vous ne croyez pas à la remontada du FC Bâle? C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Et ce qui est intéressant... Non, il faut un tsunami. Il faut non, quand même. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 clubs anglais qui sont bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale. C'est peut-être le réveil cette saison des clubs anglais qu'on va retrouver. Possible. Le réveil des clubs anglais. Également, on va enchaîner avec les matchs de mardi et mercredi prochain. Déjà mardi, Chelsea reçoit le FC Barcelone. C'est un remake, Roméo Yetor. Oui, je pense que ce match-là va être un match décisif pour Antonio Conte sur le blanc des Blues de Chelsea. Même si aujourd'hui il connaît des difficultés en Première Ligue, je crois que ce match face au FC Barcelone doit être une dernière carte pour le technicien italien. Et dans cette rencontre, je pense également que le FC Barcelone doit se montrer encore plus fort parce que lors de la phase de poule, on n'a pas ressenti cette équipe assez compacte, même si elle n'a pas perdu. On restait un peu de fébrilité justement au niveau de la défense et surtout au niveau du milieu de terrain. Et les recrues du FC Barcelone, pour l'instant, on sait que le français, l'international français, Ousmane Dembélé, avec ses soucis de santé, n'arrive pas à apporter un plus au FC Barcelone. Coutinho qui ne va pas jouer parce qu'après, il a déjà joué avec Liverpool. Le FC Barcelone contre Chelsea, on s'attend à un match assez, on va dire, fermé du côté de Chelsea et peut-être le FC Barcelone qui va produire du jeu et à la fin, on attend le résultat. C'est du 50-50 pour vous? Du 50-50, voilà, c'est du 50-50. Franck Luyama, le match du Bayern face au Beşiktaş, formalité pour les Bavarois? Bon, formalité peut-être c'est trop dire. Maintenant, on sait que c'est la première fois que Beşiktaş arrive à ce niveau de la compétition. Donc, c'est des joueurs qui n'ont aucune expérience, aucune référence à la matière à ce niveau. Donc, le Bayern a plusieurs fois gagné la compétition, a plusieurs fois joué les huitièmes de finale. Donc, sur ce côté, on va dire que l'avantage est nettement du côté des hommes de Jupp Heynckes. Donc, formalité, peut-être ce sera trop se moquer de ce club turc.
Mais attention à ce club qui peut-être va avoir cette envie d'aller faire chuter ce grand d'Europe, parce que là, ils vont se dire, quand nous gagnons, ce sera peut-être, on va rentrer dans l'histoire. Si nous perdons, ça ne surprendrait personne. Donc ça pourrait apporter plus de confiance à cette équipe, mais je crois qu'à l'arrivée, le Bayern va passer. Et on va s'intéresser à cette formation de Manchester United qui se déplace au Sanchez Pizjuán pour y jouer le FC Séville. Mourinho, ça doit passer normalement. Normalement, ça doit passer, mais attention à cette équipe de Manchester qui, des fois, quand on se rappelle que Manchester a déjà perdu la dernière fois face à Newcastle, on se dit qu'attention à cette équipe de Manchester qui, des fois, nous montre autre visage que ce qu'on attend, on attend de lui. Le dernier match, c'est toujours ce mercredi, c'est le Shakhtar Donetsk qui joue face à l'AS Roma. Match très ouvert. Très ouvert. Le Shakhtar, c'est aussi beaucoup de vécu dans cette C1. La Roma qui nous a montré un très bon visage en match de poule, notamment avec cette double confrontation face au Chelsea Football Club. Mais je crois que les Italiens ont quand même un peu d'avance, parce que le Shakhtar, actuellement, ce n'est plus cette même équipe-là à qui tout réussit. Donc voilà, je miserais beaucoup plus sur la Roma. On va fermer, on peut dire c'est déjà bon. C'est déjà bon pour les matchs de Ligue des Champions. On va remonter le générique Plateau Foot et juste donner quelques résultats de Ligue Europa. Et on s'intéresse à quelques matchs des 16e de finale aller de la Ligue Europa. Le club d'Arsenal s'est imposé 3-0 devant Östersund. Dortmund, grâce à Michy Batshuayi, gagne 3-2 face à l'Atalanta Bergame. L'Olympique de Marseille fait le service nécessaire en écrasant 3-0 Braga. Nice qui menait 2-0 après qu'il s'est fait, on peut dire, rattraper et dépasser par Lokomotiv Moscou. Le Milan, on sait qu'il va bien en s'imposant 3-0 devant Ludogorets. Oui, le choc Napoli-Leipzig, attenant à la faveur de cette formation de Leipzig. Comment l'expliquer alors que le Napoli est très en forme en Serie A italienne? Oui, on le disait la dernière fois qu'en face, c'est une équipe de Leipzig qui a fait de très bons recrutements. C'est une équipe qui a déjà évolué également en Ligue des Champions avant d'être reversée en Ligue Europa. Donc ce sont des joueurs en confiance qui ont joué sans complexe, tout simplement devant le Napoli. On a vu du côté de Napoli un milieu de terrain qui n'a pas vraiment aidé l'équipe. Je pense que peut-être trop de matchs dans les jambes, des joueurs pas totalement frais. Donc ça a joué contre le leader de la Serie A. Sûrement que la fatigue déjà se fait sentir dans les différents effectifs. Et la question se pose au bout, est-ce qu'on pourra tenir tête Attention, à la Juve? parce qu'il n'y a qu'un point qui sépare. On va en parler tout à l'heure avec vous. Ezequiel Ayataï. On va fermer la parenthèse et on aborde les majeurs. Direction... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Et on va s'intéresser à ce match difficile pour le Barça à domicile face à Getafe grâce à un solide Djenda Konam. Oui, nous venons d'écouter le joueur depuis Madrid. Il a expliqué un peu l'objectif du club en se déplaçant chez le FC Barcelone, c'est d'embêter, de poser des problèmes aux Catalans. Ils l'ont fait, 0 but partout à l'arrivée. On a apprécié cette discipline au niveau de la défense de Getafe. On sait qu'au match aller, c'est difficilement que les Catalans s'étaient imposés 2-1 et c'est Getafe qui menait justement. Et dans cette rencontre, on a vu également un super gardien de Getafe. Il s'agit de Vicente Gaïta. Je crois que Getafe avait également eu la possibilité de marquer, sauf qu'il n'y avait pas la réussite au bout. Sinon, c'est une vaillante équipe qui a joué contre le Football Club Barcelone. Le score, vous le connaissez, c'est 0 but partout. Et pendant ce temps, du côté de la Casablanca... Ah oui, c'était véritablement un festival de buts pour le Real Madrid qui a corrigé Real Sociedad 5-2. C'est pas parce qu'on s'appelle Real qu'on peut rivaliser d'ailleurs avec le grand Real Madrid qui préparait déjà son match contre le Paris Saint-Germain 5-2 avec un triplé de Cristiano Ronaldo qui fait grimper son compteur but. Roméo, est-il en train de revenir pour gagner le titre? Il revient là, je suis d'accord. Il est en train de revenir.
S'il a pu marquer 3 buts et faire monter son compteur à 11, or Messi est à 20 buts. Et Messi qui n'a pas pu marquer contre Getafe, ça veut dire que Cristiano Ronaldo est en train de relever son propre défi. Et il a dit, il veut qu'on augmente un peu son salaire. Donc, il faut marquer plus de buts. Intéressant. L'Atlético fait le service minimum, un but à 0. Voilà, l'Atlético grâce à Antoine Griezmann bat Malaga 1 but à 0, la lanterne rouge. Valence s'impose devant Levante 3 buts à 1. Alaves en déplacement chez Villarreal s'impose 2-1, de partout entre Celta Vigo et Espanyol Barcelone. Séville épingle Gérone 1-0. Aïba fait de même sur la pelouse de Leganés. La Corogne s'incline devant Betis Séville 0-1. Et puis en ouverture de cette 23e journée, Athletic Bilbao et Las Palmas se sont neutralisés 0 but partout. Et au classement, Barça garde la première place avec 59 points. Deuxième, Atlético Madrid 52, 43 pour Valence, troisième. Real Madrid 4e, 42 points avec un match en retard. Villarreal 37 points, 5e, 6e. Séville 36, 30 points pour Getafe qui garde sa 11e place. Dans le bas du classement, nous avons Las Palmas 18 points, 18e bien sûr, 19e, La Corogne 17 et puis 13 points pour Malaga 20e. Du côté des buteurs, Messi 20 réalisations, Suarez 16, Aspas 15 et Cristiano Ronaldo est à 11 réalisations et est 6e sur le podium. Il revient très fort dans le classement. Voilà. La prochaine journée. Oui, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Non, on avait parlé de Coutinho entre-temps, mais je pense que le Barça peut-être, avec peut-être dans les prochains matchs, pourrait être plus fort. Pourquoi? Parce que le Barça aura peut-être l'occasion d'aligner tous ces joueurs en même temps, puisqu'on sait qu'il ne peut aligner que 3 joueurs extra communautaires. Exactement. Justement, mais maintenant, lui, Suarez n'est plus, puisqu'il a obtenu le passeport italien entre-temps. Il y a Coutinho qui va également obtenir le passeport portugais grâce à sa femme. Donc, ça va libérer plus de place. Et là, ça peut profiter au Barça. Donc, justement. Pourquoi pas? La 24e journée qui s'ouvre ce soir, Gérone contre Leganés. Samedi, nous aurons Las Palmas Séville. Eibar reçoit Barça, Alaves joue contre la Corogne, Malaga Valence, dimanche Real Sociedad contre Levante, Atlético Madrid contre Athletic Bilbao, Espanyol Barcelone, Villarreal, et puis Betis Séville reçoit Real Madrid, Betis Séville qui est 8e reçoit le 4e Real Madrid. La clôture de cette 24e journée c'est lundi, Getafe contre Celta Vigo. On va suivre toutes ces rencontres de la Liga Espagnola et surtout le match Getafe Celta Vigo du lundi soir. Direction l'Outre-Manche. English Premier League News. English Premier League News, on va s'intéresser à ce carton signé à Manchester City grâce à un excellent Kun Aguero. Sergio Kun Aguero fait le spectacle à l'Etihad Stadium, Armel Waba. Bien sûr, l'ancien gendre de Diego Armando Maradona est en mode 4. Dans ce match, si bien sûr on a entendu plutôt le nom de Raheem Sterling comme premier buteur de ce match, c'est bien sûr l'Argentin qui, par moment, mode frappe surpuissante, pichenette, il était partout, il a tout fait dans ce match pour un quadruplé, voilà, qui lui permet donc de se positionner troisième meilleur buteur de la Première Ligue, 21 buts en 22 matchs, c'est tout simplement exceptionnel avec une victoire à l'arrivée des Sky Blues face à une équipe que j'aime pourtant bien, celle des Foxes de Leicester. Riyad Mahrez n'a pas joué. Il est rentré en jeu. Le problème est désormais résolu. Semble-t-il. De toute façon, il n'a pas le choix. La vie continue. Voilà. c'est bien sûr la 13e victoire pour City à domicile. C'est consécutif à domicile. C'est magnifique. 40 points pris à domicile sur les 72 qu'enregistre le club de Manchester. Ah oui, City qui est intraitable à domicile. On va s'intéresser à l'autre club de la ville de Manchester. Voilà, résultat plutôt controversé pour les Mancuniens. Les autres Mancuniens, les Red Devils, qui étaient en déplacement sur la pelouse de Newcastle United. Un petit but a suffi pour faire taire les hommes de José Mourinho. Et il semble que Pogba est très critiqué en Angleterre. Oui, et il semble même qu'il regretterait déjà d'être revenu dans son ancien club. D'abord, c'est l'histoire d'Alexis Sanchez qui est passé par là. On sait que le Chilien est désormais le plus
gros salaire, non seulement de Manchester United, mais de toute la Première Ligue, avec une différence énorme, hein, 400 000 euros par semaine, comparé par exemple... Imaginez ça déjà en CFA. Ça nous fait déjà combien là? J'ai essayé. Oui, ça donne quoi? Ça va donner quelque chose. Il y a 300 millions hein, de CFA. Par semaine. Oui. Waouh. Voilà. C'est énorme, oui. Non. Et donc, Pogba serait autour de 260 000 euros. Donc, la différence, vous la remarquez. Oui. Ça crée des jaloux. Hein. Voilà. Et même David De Gea s'est exprimé. Il a dit qu'il voulait être aussi augmenté. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Pogba n'est pas très en forme, en odeur de sainteté actuellement, mais aussi l'autre raison, c'est la façon avec laquelle le technicien portugais l'utilise. Il préférerait être plus avancé sur le terrain que de jouer un rôle de sentinelle. On va s'intéresser à Chelsea. Chelsea qui se refait une santé. On sait que les Blues restaient sur 2 défaites très lourdes d'ailleurs, mais les hommes de Conte se sont relevés, ont relevé la tête face à West Bromwich Albion, 3-0. Et le club de Sadio Mané, ça donne quoi? Liverpool était en déplacement à Southampton, une équipe qui n'allait pas bien. Les hommes de Jürgen Klopp en ont profité. L'inévitable. Ah oui, il est toujours l'inévitable. Il est toujours là. Mohamed Salah est passé par là, 2-0 à l'arrivée. Mais le big match de cette 27e journée, c'était bien sûr le derby londonien qui opposait Tottenham qui recevait à Wembley Arsenal. Eh bien, Tottenham a pris sa revanche puisque dans la phase aller, Arsenal s'est imposé 2-0 à l'Emirates Stadium. Tottenham grâce là aussi à un autre très en forme, le Prince Harry, le 101e but du Prince Harry en Première Ligue. C'est tout simplement exceptionnel. Une tête qui a laissé sur ses appuis Peter Cech. Voilà. Harry Kane qui a inscrit 101 buts en Première Ligue. Et Cristiano Ronaldo qui est à 101 en Ligue des Champions. Voilà. Donc, bon. Harry Kane qui inscrit désormais 7 buts en 7 matchs face à Arsenal. C'est l'attaquant en forme du Royaume en ce moment. Et une idée du classement, Armel Waba? Le classement, bien sûr, Manchester City domine les débats, sont en 12 points. Manchester United 56, Liverpool 57, Chelsea 53, Tottenham 52. Arsenal est un tout petit peu décroché, 45 points. Arsenal 6e? Arsenal, oui, 6e. D'accord. La 8e place de Leicester, la 10e de Bambouf. Et votre club Huddersfield? Oui, Huddersfield s'est imposé 4-1 à domicile. Enfin, Steve Mounier a vu un peu le soleil. Entre la 12e place de West Ham qui enregistre 30 unités et la 18e place de Southampton, il n'y a que 4 points. Donc, c'est très très rude. Hein? Très rude. Ah oui, mais il faut noter que désormais, Crystal Palace, qui a galéré dans ce championnat en début de saison, est désormais 15e. Au classement des buteurs, naturellement, Harry Kane trône. Voilà, trône avec 23 buts en 26 matchs. Mohamed Salah, 22 buts en 26 matchs. Kun Aguero, on le disait tout à l'heure, 21 buts en 22 matchs. Raheem Sterling, qui réalise la performance. Oui, Sterling qui lui aussi réalise sa meilleure saison en matière de buts. 15 réalisations en 25 matchs. Et bien sûr, Jamie Vardy qui pointe sa tête. 13 buts en 26 matchs. Il faut le faire le week-end. Il n'y a pas. Il semble qu'il n'y a pas de championnat chez vous. Mais il y a quand même la prochaine. Vous le confirmez au moins? Oui. Qu'il n'y a pas de championnat ce week-end? Ce serait la Cup, c'est ça? Bien sûr. Bon, on reviendra sur la 28e journée dans 2 semaines. Cette fois-ci, on file dans le pays où le football rime avec la bière. Alles über Bundesliga. Du côté de la Bundesliga, on va faire honneur au Borussia Dortmund. Oui. C'était la 22e journée de la Bundesliga et le Borussia Dortmund qui se relance, qui se redonne un peu de confiance en dominant Hambourg 2-0. Vous savez, Batshuayi a encore marqué. Qu'est-ce qui fait sa force, Franck Ndouyama? Mais peut-être le joueur s'est bien intégré déjà et il sait qu'on l'attendait. Il y a une confiance placée en lui après le départ. La couleur du maillot aussi? Bon, noir, ça n'a rien à voir. Ce sont ses couleurs préférées. Justement, parce que le drapeau belge, il y a le noir, il y a le jaune, il y a le rouge. Peut-être qu'il sait. Que le fait d'avoir changé de championnat aussi pourrait l'aider, parce qu'on sait qu'en première ligue, c'est plus physique. Ici, peut-être qu'il a trouvé un peu d'espace. Comme Aubameyang à l'époque. Et surtout, Dortmund est une équipe de jeunes.
Sachant que Batshuayi, c'est un jeune, quoi. Ça se comprend. Et il se positionne bien pour la Coupe du Monde. Oui, très bien d'ailleurs, et ça fait du bien pour le Borussia Dortmund, même si il y a tellement de retard, il faut carburer plus que ça pour revenir au sommet de ce championnat ou bien dans le top 3. Franck, vous voyez Dortmund finir deuxième? Bon, pour l'instant, c'est très compliqué parce qu'il y a des clubs qui sont plus Leipzig, même le Bayer Leverkusen qui est un peu devant. Donc, ça va être compliqué. Mais s'ils continuent sur cette dynamique, je crois qu'ils peuvent être au moins peut-être sur le podium. Pour Dortmund, l'autre bonne nouvelle, le retour de Marco Reus après 8 mois d'absence. Ça fait très mal pour ce joueur. Lui, il a eu tellement de malchance. Quel talent. Il a raté la Coupe du Monde 2014, il a raté l'Euro qui s'est joué en France. C'est dur pour lui parce que là, il a raté tellement des occasions de s'exprimer, d'exhiber son talent. Et malheureusement pour lui, bien sûr. Il a failli être champion du monde en 2014. C'est malheureux pour ce joueur aussi talentueux, aussi intéressant. Ou bien on peut lui fabriquer sa médaille à part. Mais malheureusement, ça n'aura pas la même valeur. Il serait en compétition avec Abou Diaby. Voilà. Et peut-être Dembélé, Dembélé qui a commencé. C'est malheureux pour un tel joueur. Vraiment, mais joueur fantastique. Bon, s'il a le mental, il peut toujours y arriver. Qui sait. Donc 2-0 pour le Borussia Dortmund avec un autre but du revenant Mario Götze qui a été entre-temps perdu dans la masse. Justement. Donc il revient. Un autre résultat, c'est le premier match de cette 22e journée. 2-0 aussi pour Leipzig devant Augsbourg. Le Bayer Leverkusen s'est incliné à domicile devant le Hertha. Un but de l'Ivoirien Salomon Kalou pour le 2-0 de Hertha. Offenheim domine Mayence 4-2. Francfort fait la même punition à Cologne. 4-2 aussi. Hanovre du Togolais Ilas Bebou a dominé Fribourg 2-1. Le Bayern Munich a souffert, mais a finalement gagné face à Schalke 04 2-1 avec un but de Lewandowski et puis un autre de Müller. Stuttgart 1. Mönchengladbach 0, Werder 3, Wolfsburg 1 pour un total de 29 buts à l'issue de cette 22e journée, une moyenne de un peu plus de 3 buts par match. 9 victoires en 9 matchs. Il n'y a pas eu de match nul cette journée. Très intéressant. Vraiment. Donc, au niveau du classement, on a le Bayern, c'est sans surprise, qui est en tête avec 56 points, suivi de Leipzig 38. Ça fait 18 points. L'écart est important. Le Borussia Dortmund qui est sur le podium, 37 points. Francfort, 36. Et le Bayer Leverkusen qui boucle le top 5, 35 points au bas du tableau. On a Stuttgart 14e, 24 points. 15e Werder Bremen, 23 points. 16e Mayence, 20 points. 17e Hambourg, 17 points. Et puis en 18e position, l'équipe qu'on connaît, Cologne, 13 petits points. Les buteurs, ça avance pour Robert Lewandowski qui n'a plus de concurrent avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Robert Lewandowski est à 19 buts, deuxième. Aubameyang qui n'est plus dans ce championnat mais il est toujours deuxième avec 13 points suivi de près par Alfred Finnbogason, le joueur d'Augsbourg qui est à 11 buts. La meilleure attaque c'est toujours le Bayern avec 53 buts et la meilleure défense toujours au club bavarois, 17 buts encaissés en 22 matchs. Et la prochaine journée, ça commence aujourd'hui, dès ce soir, avec ce match entre le Hertha et Mayence. Ensuite, Wolfsburg reçoit le Bayern de Munich. Hambourg, Bayer Leverkusen. Fribourg joue contre Werder Bremen. Cologne reçoit Hanovre 96. Schalke 04 donne rendez-vous à Offenheim. Augsbourg, Stuttgart, Mönchengladbach, Dortmund. C'est deux Borussia qui vont se rencontrer. Et puis Francfort qui joue contre Leipzig. Ah oui, Francfort face à Leipzig. Leipzig qui va essayer de grappiller encore des points histoire de se rapprocher un peu plus du Bayern Munich. Donc, file donc, Herr Nunyama, Bisbal, on se dit à très très vite. Très très vite. Et la prochaine destination. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup.
10h temps universel, nous sommes dans l'émission Plateau Foot Europe en direct du studio Messanyamé. Les spécialistes sont toujours là, Roméo Yetor, Fifi Assogbavi, Franck Nouyama, Armel Ouaba et Ezekiel Ayataï, le patron de la Série A qui va nous décrypter la 24e journée. Oui, la 24e journée, on parle d'abord de ce match, de ce déplacement de la Juve en Florence face à la Fiorentina bien sûr, et la Juve qui a réussi à s'imposer en déplacement 2-0 grâce à Gonzalo Pipita Higuaín qui a marqué son 50e but avec la Juve, et puis Bernardetti qui a également marqué, Federico Bernardetti qui était face à son club formateur. Faut pas oublier qu'il a passé 14 ans en Florence avant de rejoindre la Juve, donc c'était son tout premier match au Stadio Artemio Franchi avec un autre maillot que celui de la Viola. Et bien il a marqué contre son club formateur, il a célébré. Comment il a célébré? Non, de façon sobre. Oui, il a été très sobre quand même. Voilà. Et donc victoire donc de la Juve de 2-0. Oui. Le leader, puisque la Juve prenait en ce moment même provisoirement la tête de la Serie A, donc le Napoli devrait forcément réagir pour reprendre son bien. Eh bien le Napoli n'a pas tremblé. 4-1 face à la Lazio dans un gros match de cette 24e journée, avec au passage un but de Dries Mertens. Lui il est... Et ça il lui est fait verni. 5 buts lors des 5 derniers matchs du Napoli, tout simplement. Voilà, c'est l'homme en forme, et ça fait la 8e victoire consécutive pour le Napoli en championnat. Faut également noter que dans ce match de la Juve, Buffon, c'était son 500e match avec la Juve, tout simplement. Voilà. On parlera de l'Inter Milan qui recevait Bologne. L'Inter qui restait quand même sur 8 matchs sans victoire. Ah oui, justement, c'est l'événement. L'Inter s'est remis dans le sens de la marche avec une victoire 2-1. L'autre club du Milan, bon, le Milan c'est bien sûr, qui était en déplacement à Spal. Eh bien, le Milan n'a pas fait dans la dentelle, tout simplement 4-0 avec un doublé de Cutrone. La Roma qui accueillait Benevento, eh bien, la Roma s'est imposée 5-2 avec au passage un but d'Edin Dzeko, muet depuis plusieurs journées. Ça fait longtemps, le Torino de son côté recevait Udinese 2-0, la victoire de la Samp à domicile sur le même score de 2-0. Crotone et l'Atalanta ont fait match nul, un but partout. Et puis Sassuolo Cagliari, le seul match nul sans but de cette 24e journée, 0-0 donc. Et la meilleure attaque de la Serie A italienne reste bien sûr la vieille dame, avec 61 buts marqués en 24 journées. Et puis la meilleure défense, on a les meilleures défenses puisqu'il y a le Napoli et la Juve maintenant qui n'ont encaissé que 15 buts lors de ces 24 journées. Au classement de cette Serie A italienne, il y a le Napoli avec 63 points, 62 pour la Juve, l'Inter 3e, 48 points, la Roma qui est 4e avec 47 unités, la Lazio 5e, 46, 6e la Samp 41, le Milan C qui pointe au 7e rang avec 38 points. Premier non-relégable, Crotone 21 points, et puis dans la zone rouge, on a Spal 18e, 17 points, 16 points pour le Las Vérone, 19e, et puis 20e. Benevento, bon dernier, avec 7 petits points. Au classement des buteurs. Les capocannonieri. Oui, les capocannonieri. On a Tiro Immobile de la Lazio avec 20 buts, 18 buts pour Mauro Icardi. De l'Inter, et puis Fabio Quagliarella de la Samp qui totalise 17 buts. La 25e journée? Ah oui, sûrement ce week-end. Oui, on en parle et ça démarre demain samedi avec le match Udinese-Roma. Chievo qui reçoit Cagliari, et puis Genoa accueille l'Inter. Dimanche, on aura le derby de Turin entre Torino et la Juve. Attention. Voilà. Parce que le Torino tient tête souvent. Même si à l'aller, Torino avait coulé 4 buts à 0. C'est vrai. C'est un indice, c'est ça. La nouvelle de Bakary Sagna. Benevento, bon dernier, avec 7 petits points. Voilà. Objectif pour le Napoli qui reçoit Spal, Bologne Sassuolo, Benevento justement de Bakary Sagna qui accueille Crotone, et puis Atalanta Fiorentina, et sans oublier le match entre le Milan et la Samp. Cette 25e journée s'achève lundi avec le match Lazio et la Sfera. Ah oui, intéressant également de suivre. On va poser cette question pour de bon aujourd'hui. Fifi Assogbavi, qui voyez-vous champion en Italie cette saison, en fin de saison? Le Napoli ou la Juve? Sans langue de bois. La Juve. La Juve. Franck?
C'est très... oui. Question piège, c'est ça. Très très difficile, hein. Ah oui. Très très difficile. On va dire que la Juve tient bon pour, même s'il y a un petit écart entre un seul point. Mais je pense que Naples pouvait le faire aussi. Ah oui. Franck choisit Naples. Armel. Ouais, pour l'alternance, je choisis Napoli. Ah oui, l'alternance. Ouais. Ah oui. J'ai rien dit. Parce que la Juve reste sur 6 titres d'affilée. Donc voilà, on comprend pourquoi. Autre chose. En aucun cas, Roméo. un seul club ne peut toujours. Comme c'est un jeu de hasard, s'il n'y a plus question de science, je vais également jouer à ce jeu. Allez-y. Je veux voir autre chose. Je suis fatigué de voir à chaque fois la Juve. Voilà, je veux voir autre chose. Le Napoli. Oui, la couleur bleu ciel. Et vous? Bon, vous êtes neutre, c'est ça, Ezekiel? Oui, neutre, mais on a bien envie de voir autre chose. Oui. Un peu. Donc vous êtes tous contre... Non, on n'est pas contre la vieille dame. Si la vieille dame arrive à s'imposer, c'est que c'est mérité. Oui, c'est mérité. Mais c'est cette vieille dame qui ne se fatigue pas, on ne comprend pas. Qui ne meurt jamais. Mais il faut également rappeler que c'est le seul championnat où l'écart est très 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 mince au niveau des majeurs. Entre le premier et le deuxième. Et entre le premier et le deuxième. Ouais. Vraiment, c'est très très mince. Et on ne sait pas à quel sens se vouer. Sûrement que du côté de la Juve, on prie beaucoup. Et du côté de Napoli également, on visite les églises chaque dimanche. Entre le deuxième et le troisième, ou entre les deux premiers et le troisième, c'est... Il n'y a pas championnat. Abyssal, oui. Merci, grazie mille Ezekiel Yataï. Cette fois-ci, on va de l'autre côté. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Justement, on va parler de cette formation de l'Olympique lyonnais, la dernière fois qui a subi sa 3e défaite consécutive en Ligue 1 française. Depuis sa victoire face au PSG. Oh là là, ils ont mal fait de gagner le Paris Saint-Germain. C'est une défaite à domicile face à Rennes, 0 but contre 2. Exact. Alors qu'on disait ici le vendredi dernier que ça devait passer face à Rennes. Histoire de se relancer. Et les poulains de Sabri Lamouchi ont fait déjouer tout. Justement, parlons de ce joueur Wabi Kazri. Il est très très bon. Il est très bon et c'est pratiquement l'homme qui porte Rennes en ce moment et il fait quand même du bien à cette équipe de Rennes. Et Armel, comment est-ce que vous comprenez la déroute lyonnaise? Je ne la comprends qui pas. plus est à domicile. Je ne la comprends pas. D'autant plus que c'était une équipe rennaise qui normalement devrait réussir au Guns. Mais comme on l'a dit, on a peut-être oublié un homme du côté de Rennes, Wabi Kazri, l'ancien de Sunderland, qui est revenu, qui totalise déjà 15 buts. Ça veut dire qu'ils ont des arguments. Mais en même temps, vous savez, quand vous êtes dans une spirale négative, il faut un mental très fort pour s'en sortir. On sait que Lyon avait déjà enregistré beaucoup de défaites avant ce match. Donc ça a peut-être aussi joué dans la tête des joueurs. Roméo, est-ce que Lyon est en train de perdre sérieusement des chances pour peut-être, qui sait, agripper la deuxième place au classement? Oui, quand on perd certains matchs comme celui contre Rennes, forcément on est en train de diminuer ses chances pour pouvoir être sur le podium. Mais le championnat n'est pas encore terminé parce que juste derrière, Lyon avait également une tête en Ligue Europa. Oui, heureusement pour les Lyonnais, ils ont gagné. Donc ça va redonner une autre motivation à ces joueurs. Je crois que le match contre Rennes, c'est un match à vite oublier et se concentrer beaucoup plus sur le reste du championnat. On va s'intéresser à notre club olympien, l'Olympique de Marseille, qui va bien, Fifi Assogbavi. Oui, mais qui a fait match nul. Oui. En ouverture la dernière fois, 2 buts partout. C'est une contre-performance? Je crois, parce que Marseille dominait la rencontre, menait même à la pause à 2-1 et puis en deuxième période, Saint-Etienne s'est réveillé. Il faut reconnaître quand même que depuis la reprise, Saint-Etienne joue mieux que par rapport à la phase aller. Saint-Etienne s'est réveillé pour l'égalisation, ça fait 2 buts partout. Marseille était quand même en déplacement et on pouvait le comprendre. Florent Thauvin a encore marqué et puis Morgan Sanson, ce sont les 2 buteurs de l'Olympique de Marseille. Le meilleur joueur de la 25e journée. Oui. Et Thauvin même qui a marqué encore hier dans ce match face à Braga en Ligue Europa.
On va s'intéresser à une autre formation. Nice, ça va bien pour les Aiglons? Ça va un peu bien? Non, ils ont encore perdu. Oh là là. Face à Dijon. Décidément. 3-2. Justement, parlons de cette équipe de Nice qui menait face à Dijon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore comme en Ligue Europa, et c'est peut-être qu'ils n'ont pas assez de confiance et depuis le début de la saison on les attendait plus par rapport à ce qu'ils ont fait. Au fait, Nice n'est pas un très grand club de France, mais par rapport à ce que ce club a fait la saison dernière, en faisant très mal même au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain n'a pu gagner face à cette équipe. On s'attendait à mieux de Nice cette saison, surtout avec Balotelli qui est là, mais Playa, voilà, joueurs, Série qui est également qui est là, mais ça ne va pas du tout. Est-ce que je ne sais pas si c'est tactiquement, si c'est le coach ou si ce sont les joueurs qui sont un peu fatigués ou qui ne se retrouvent pas. Tout compte fait, ça ne va pas du côté de Nice cette saison, et encore une défaite face à Nice lors de la 25e journée. 2 buts contre 3. Et Bordeaux, ça va mieux, on dirait. Oui, Bordeaux va mieux. Ce match de Nice, il y a eu également un autre fait, puisque Mario Balotelli a été victime de cris racistes. Est-ce que c'est vérifié? Bon, justement, l'arbitre est actuellement mis en cause, puisque l'arbitre lui a adressé un carton jaune parce que pour l'arbitre lui dit d'avoir rien entendu. Pas d'insulte raciste entendue par l'arbitre qui lui donne un carton. Maintenant, il y a la commission qui, l'arbitre est actuellement mis en examen, donc on attendra de voir s'il y a eu insulte raciste ou pas. On va suivre ce dossier-là. Bordeaux qui gagne encore 3 buts à 2. On dirait que le départ de Gourvenec a fait du bien. Et puis l'arrivée de Poyet, je crois. Oui, Gustavo Poyet. Gustavo Poyet fait du bien. Depuis, ce sont des victoires. Justement. Encore une nouvelle victoire face à Amiens, 3-2. Amiens de Seydagbe qui n'a pas joué cette rencontre. Tout à fait. 3-2. Et pour les autres rencontres? Le Paris Saint-Germain? Oui. Difficile victoire à Toulouse, 1 but à 0. Bon, on le prend comme ça. On pensait que Neymar avait marqué, mais le but a été accordé à Issa Diop. Voilà, un but contre son camp. Les autres résultats? Oui, voilà, Monaco qui domine Angers en déplacement, 4 buts à 0. Guingamp qui fait nul face à Caen, 0 but partout. Le FC Metz qui perd encore face à Montpellier à domicile, 0 but contre 1. Dimanche, Strasbourg qui domine 3-2-1. Nantes qui fait un nul face à Lille, 2 buts partout, alors que Nantes avait mené par 2 fois dans cette rencontre. Et puis voilà, on en avait déjà parlé. Lyon qui perd face à Saint-Etienne. Au Stade Rennais. Bien sûr, face à Rennes. Et on va s'intéresser au classement. Naturellement, le Paris Saint-Germain devant, loin devant. 65 points. Suivi de l'Est, Monaco 53 points, 12 points d'écart. Suivi de Marseille 52 points. Lyon qui vient maintenant, qui est distancé maintenant à 48 points. Et Nantes accroché à sa 5e place, 38 points. Et en bas du classement, on retrouve Angers. À la 18e place, 25,3. À la 19e place, 24 points. Puis le FC Metz qui clôture tout cela avec 18 points. Au niveau du classement des buteurs, Cavani est toujours en tête avec 21 points, suivi de Neymar. 21 buts, Cavani 21 buts. Encore. Cavani 21 buts, suivi de Neymar 18 buts. Falcao 3e avec 17 buts. Fekir suit avec 16 buts. Et puis Florent Thauvin qui relègue, qui rentre dans le top 5, qui relègue, comment on l'appelle, Mariano Diaz à la 6e place avec 14 buts. Et puis une 9e place quand même honorable pour Laurent Roux de Metz. L'ancien joueur de Lille. De Lille, 9 buts pour cet attaquant dont le club est dernier au classement. C'est quand même curieux. Il y a des championnats où le meilleur buteur voit son club complètement largué en championnat. La prochaine journée, Fifia Sogbavi? La prochaine journée, ça commence dès ce soir. L'AS Monaco reçoit Dijon. Et demain, le Paris Saint-Germain joue Strasbourg. C'est le club. Le seul club à avoir battu en 2017. En 2017. Oui, en phase aller. Et on espère que le Paris Saint-Germain ne va pas se déchaîner sur Strasbourg. Si le Paris Saint-Germain arrive à retrouver son moral après cette défaite, je crois que ça devait passer au Parc des Princes. Amiens qui reçoit Toulouse, attention également à Amiens, qui depuis le début de l'année ne va pas très fort. Et quand on voit le renouveau de Toulouse, on se dit que Amiens a des soucis à se faire. Angers qui joue Saint-Etienne, Caen qui reçoit Rennes, Montpellier qui joue Guingamp 3.
qui reçoit le FC Metz. Puis dimanche, Nice reçoit Nantes. Ce sera également un match intéressant. Oui. Lille qui joue Lyon. Oui. Et puis en clôture, Marseille qui joue Bordeaux. Ah oui, Marseille face à Bordeaux. Ce sera un intéressant. Oui, c'est un match souvent classique dans l'histoire du championnat français. Marseille face aux Girondins de Bordeaux. Mille merci, Sa Majesté Fifia Sogbavi. On va s'intéresser également à cette Super Ligue de Turquie. Chers spécialistes, la dernière fois, oui, Istanbul Başakşehir était leader. On en a même parlé dans ce studio, dans cette émission. Et le match de la dernière fois, c'est que Başakşehir a perdu face à cette formation, je pense, de Fenerbahçe, 2-0. Et après, Galatasaray a gagné, je pense, 3-1 ou 3-0 face à Antalyaspor. Ouais. Et juste, les conséquences, c'est que Istanbul perd son fauteuil de leader. À un point donc du leader, je crois que c'était un match que Başakşehir devrait gérer parce que perdre... c'est Fenerbahçe quand même, mais perdre 2-0, je crois que c'était le premier et le troisième. Le troisième, c'était un match qu'il fallait gérer, mais repartir avec le point du nul, ça devrait aider un peu le club de Emmanuel Adebayor. Malheureusement, le club a perdu, maintenant se fait devancer au classement. Ça va être compliqué, parce que c'est maintenant que on relance le championnat du côté donc, de Turquie. Ézéchiel, il faut toujours garder de l'espoir pour Istanbul pour la suite du championnat. Oui, bien sûr. Le championnat, la saison est encore longue. Donc, Başakşehir en temps avait perdu la tête de ce championnat avant de la retrouver. Donc, je pense qu'il faut juste se reconcentrer pour aller de l'avant, se reconcentrer comme je l'ai dit. Mais ça passera aussi par les performances de l'actuel leader. Donc, si l'actuel leader ne lâche rien, je pense que ça va être difficile. Donc, ça va être une guerre à distance jusqu'à la fin de la saison. Guerre à distance, et il y a souvent quand même ces clichés où les fans d'une équipe qui veut rester leader ou gagner le championnat pris que l'adversaire perde. Ouais. Ah oui, c'est normal. C'est normal ? C'est normal en football. De toute façon. Voilà. Bon, je pense que de toute façon, c'est une saison déjà réussie pour Adebayor et son club. Maintenant, ils veulent jouer la Ligue des Champions, Armel. Ils veulent la jouer. La dernière fois, ils ont échoué aux portes des tours préliminaires. Oui, tout à fait. Donc, je pense que même si on n'est pas champion et que l'on se qualifie pour les tours préliminaires, c'est à ce niveau qu'il va falloir maintenant bien négocier les choses, puisque tout de même, le club... Galatasaray, c'est un grand de Turquie. Donc voilà, c'est à peu près normal que Başakşehir se trouve dans cette disposition. Franck, on parlait d'Istanbul Başakşehir. C'est encore possible de lutter pour le titre dans ce championnat turc? C'est toujours possible, il faut y croire. Je crois qu'ils ont des joueurs capables de tenir la route, des joueurs qui ont de l'expérience, comme Arda Turan, comme Gaël Clichy, et sans oublier Emmanuel Adebayor. Donc, cette défaite de la dernière fois a tellement surpris, alors qu'ils avaient la possession du jeu, et ils se sont fait battre par Fenerbahçe 2-0. Donc voilà, ça devait arriver. Maintenant, il faut pouvoir s'accrocher, continuer, croire à ce qu'on fait pour peut-être, qui sait, être champion et jouer la Ligue européenne la saison prochaine. Ah oui, ce serait quand même très intéressant de retrouver Istanbul Başakşehir. Moi, je crois que le club de Ligue des Champions. Oui, le club d'Adebayor doit gagner ce championnat vu les moyens qui sont mis. Quand on est deuxième dans ce championnat, on ne peut même pas jouer directement la Ligue des Champions. Donc, oui, voilà. Donc, mais ça aussi, c'est pas garanti. Ce n'est même pas garanti. On a vu déjà avec le club la saison écoulée. Je crois qu'ils sont tombés face à Séville. Séville, oui. Voilà, face à Séville. Donc, moi, je me dis, Adebayor, ses coéquipiers, vu les moyens qui sont à leur disposition, doivent tout faire pour gagner cette saison ce championnat. C'est vrai, ils ont été battus la dernière fois, ils perdent la première place, mais ils peuvent revenir avec beaucoup de trappe. On attend de voir les performances d'Istanbul Başakşehir lors des prochaines journées. On va s'intéresser cette fois-ci à notre traditionnel thème sportif. Avec vous, Ézéchiel Ataï, qu'est-ce que vous nous réservez pour aujourd'hui? Ça va aller vite. On va parler d'une feuille morte. Oui. Une feuille morte, c'est une feuille qui tombe de l'arbre ou voilà. Mais au football, on parle également de feuille morte. C'est un ballon qu'on frappe, qui monte et qui redescend très vite. Donc qui retombe très vite dans les buts. Et c'est le Brésilien Didi
l'international Didi qui avait inventé ce geste-là en 1950 et qu'aujourd'hui d'autres grands joueurs expérimentent ou utilisent à merveille. C'est une arme redoutable. On le voit souvent avec Cristiano Ronaldo. Ces ballons qu'il frappe, qui montent et puis qui redescendent rapidement dans le but. Messi aussi qui sait très bien le faire. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donnez-vous l'image d'une feuille morte, la façon dont ça tombe de l'arbre, et puis vous prenez un ballon que vous mettez au-dessus, vous faites passer au-dessus d'un mur et qui redescend rapidement dans le but. Ah oui, feuille morte, on peut dire un geste qui surprend sûrement les gardiens. Hein. Oui, bien sûr. Franck Munyama. Oui, il faut avoir une disposition technique au-dessus de la moyenne pour pouvoir réaliser des gestes comme ça. Il faut frapper le ballon à la base du ballon. Du ballon et puis le faire redescendre très vite. Et je me rappelle de ce coup franc dont parle l'ancien joueur togolais Asianou Tobias qui passe dans la bande. Et ça, c'est en quelle année déjà? Dans les années 69. Oh là là. Oui, quand il parle de on n'est pas encore né, mais c'est une histoire qu'il raconte dans une émission dans laquelle on l'a invité ici, lorsqu'ils sont allés battre le tout-puissant Engelbert. Aujourd'hui, Mazembe, c'est le même club. Hein? Voilà, donc il disait que le gardien, sachant qu'il frappait en force, a placé beaucoup de joueurs dans le mur. Et lui, il a donné un élan, le ballon qui monte et qui redescend très vite pour aller tomber dans les filets. Donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, Messi et Cristiano Ronaldo et naturellement d'autres joueurs qui ont une dimension technique au-dessus de la moyenne arrivent à le réussir. Et c'est toujours bien de voir ces gestes-là. C'est important. Merci de nous faire revivre les archives. Hein. On parle des années 60-70. Oh non, c'est la bibliothèque de la maison. Moi, j'ai été Pardon? Déjà. Merci beaucoup Ezekiel Ataï pour le thème sportif, le terme feuille morte. On va avoir quelques questions des auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. La question de Fabrice Zounon qui demande à savoir est-ce que Cristiano Ronaldo va être revalorisé du côté du Real Madrid et Roméo Yetor. Il a réclamé et la condition du président c'est que Cristiano arrive à faire monter le Real Madrid, surtout en Ligue des Champions. Et après avoir marqué le but contre le Paris Saint-Germain, beaucoup n'ont pas observé Cristiano Ronaldo. Il est allé vers la tribune officielle en direction donc de son président. Il fait le doigt comme ça. Si vous ne voyez pas, imaginez un peu le doigt de Roméo. On réclame de l'argent, monnaie. Il réclame déjà sa revalorisation salariale. Je crois que ça peut se faire. Il veut qu'on remonte le salaire à 30 millions d'euros par mois. J'espère que peut-être ça va se faire. Pourquoi pas, Fifi? Mais je me demande qu'est-ce que ces joueurs font même avec autant d'argent. Cristiano Ronaldo, je me dis, même après lui, ses enfants, les enfants de ses enfants, avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il gagne, ce qu'il gagne, pourront vivre quoi. Et donc à chaque fois, il veut plus d'argent. Je me demande réellement ce qu'il faut avec l'argent. C'est le train de vie. Quand on est des gens qui ont des jets privés, tout ça, ça s'explique. Mais en même temps, la presse espagnole justement en a marre de voir chaque fois Cristiano Ronaldo demander une revalorisation de salaire. Mais n'est-il pas en droit de le réclamer? Moi, personnellement, je pense que si. En plus, il fait partie de l'un des meilleurs joueurs au monde, sinon le meilleur. Maintenant, ça frustre un peu quand au même moment, on a quelqu'un qui a 600 € par mois et quelqu'un qui a déjà des millions qui demande encore à être revalorisé. Vous pensez être à sa place, être modeste? Non. Ne pas en demander? C'est ce que les gens, en tout cas les Espagnols, se disent. Vous savez que l'Espagne, c'est aussi une crise financière actuellement. Donc, tout cela joue dans le commentaire des gens. Moi, je pense que c'est le propre de l'homme. Vous pouvez avoir des milliards, vous en redemanderez. Encore plus. N'oublions pas la rivalité entre Cristiano et Messi. Lorsqu'on dit que Messi est à plus de 100 millions d'euros
par an, bien sûr. Cristiano Ronaldo, qui se dit plus fort que Messi, Oui. veut avoir plus d'argent. Normalement. Et puis il faut préparer la retraite aussi. Ah Quelqu'un parlait de train de vie. Il y a des dépenses à faire sur les moyens de transport. Vous savez que ces joueurs-là ont des bolides. Ah oui, c'est entretenir pas les possible. belles maisons. Voilà, les enfants et puis toute la famille qui se repose sur leur épaule. Il y a de nombreuses personnes autour de ces stars-là. Cristiano, c'est quelqu'un qui est généreux. Absolument. Il aide beaucoup les gens, donc il faut avoir des moyens pour pouvoir le faire. Justement, il ne va pas aider les gens avec les 30 millions. Une autre question de Kossi Zugbor. Justement, ça parle de ces joueurs-là qui ont énormément d'argent. Il s'intéresse à Paul Pogba, qui s'est acheté la dernière fois un jet privé. Voilà. Vous avez l'information? Bien sûr, à hauteur de 13 millions d'euros. voilà. Imaginez ça en C'est francs un CFA. Falcon XY. Attention. Wayne Rooney en a à peu près le même modèle. Voilà, le même modèle. Dans le jargon de ceux qui utilisent ça, c'est le meilleur, quoi. C'est un peu comme une Range Rover. Ça va très vite. C'est un supersonique. Un supersonique, justement, avec sa forme pointue devant. Voilà, quoi. Ah oui. J'aime pas trop parler de ces choses-là. Parce que, tu es dépaysé. Vous demandez quand est-ce que je vais. Bien, on va s'arrêter là et on va s'intéresser au top 3 africain juste derrière les dédicaces. Fifi Assobavi, vous avez une idée sur vos top 3 Made in Africa? Oui, il y a Sadio Mané qui a fait un triplé. Oui, en Ligue des Champions. Mais je place encore Salah devant. Oh là là. À son but marqué par ça. Et il faut quand même rappeler que Mané, c'est le premier buteur africain, le premier africain, le premier Sénégalais à inscrire un triplé en Ligue des Champions. Oui, un triplé en Ligue des Champions. Mais Salah, vous mettez qui devant? Salah, son aisance dans la surface de réparation avec celui-là. Il faut le faire, Salah et puis Sadio Mané, les deux. D'accord. Franck Lunyama. Sadio Mané premier, Salah premier Giseko. Ça nous rappelle l'école. Et puis le Ghanéen Kwadwo Asamoah que j'ai plus vu depuis un moment, mais qui a joué la dernière fois. Exactement. Kwadwo Asamoah. Roméo Yetor, votre top 3 Made in Africa? Comme ça revient, je vais faire maintenant Salah et Sané sont maintenant un joueur. Donc le nom de famille c'est Sané, le prénom c'est Salah. Mané Salah, ça sonne bien. Et puis Samuel Eto'o avec Konya Sport, premier match avec Konya Sport, il a marqué un but sur penalty. Et j'ai envie de placer peut-être troisième ex-aequo Nicolas Nkoulou, ancien de Marseille du côté de Toniro, je pense. Hein. Il avait marqué l'autre fois. C'est ça. Ezekiel? Apparemment, on ne pense qu'à ceux qui ont marqué des buts. Allez-y, vous avez le droit de faire la différence. Moi, je place en tête celui qui a su museler Messi et Suarez. Allons-y. Dieng Daconan, Salah et Mané. Dieng Daconan, pour une fois, je ne mettrai pas Salah. Je mettrai Sané. Mané. Mané, Sané, c'est du côté de City. Voilà, Mané. Et un autre, je ne sais pas s'il est africain. Batshuayi. Ah oui, d'origine congolaise, mais c'est un Belge. Mais je le mets quand même. Mais quand même, mention spéciale à Dieng Daconan, parce que la dernière fois, dans ce match très costaud face au FC Barcelone, merci pour tout ce que tu abats comme travail du côté de la Liga espagnole. On doit le replacer en défense centrale aussi avec les éperviers. Pourquoi pas? Vivement que le message soit passé. On va saluer les inconditionnels de cette émission, Fifi Assobavi. Non, moi je salue Zarif. Parce qu'il avait très peur avant cette rencontre et puis le Real a gagné. Félicitations, je salue et voilà, je le salue et puis je salue tous les fans de cette émission. Armel Ouaba. Firmine, un salut à toi et puis à tout le monde. Franck Lunyama. Oui, on va dire bonjour à Innocent le taximan, One Love le Barcelonais, Padé nous Padé, bonjour à Esther, bonjour à Titi, bonjour à Pascal, Kenneth, Daniel et puis tous ceux qui nous suivent tous les jours, sans oublier JFK. JFK, il se reconnaîtra. Voilà, et puis l'honorable Joseph Akoda qui suit cette émission. Justement. Roméo Yetor. Alors, je passe mes salutations à Dagan, la madrilène, très contente. Ah oui.
Ah oui, justement. Même chose à CR7. Quand le Real Madrid ne va pas bien, il disparaît. Quand le Real Madrid, la soirée là, c'était un calvaire pour moi. Mon téléphone était déchargé. Et puis c'est l'homme alias Papa Baby, bonjour. Ah oui. Ezekiel, pour boucler la boucle. Oui, je dis bonjour à Junior de Casablanca, bonjour à Catherine, Elliot Mablé, Manu Akwete, Kola, Boga de Hankop et Foumet de Hankop, sans oublier Maussi Moncho et Rachid Alassani. Nous passons également le bonjour à David Assimadi, à David Koudjouamekoudi, sans oublier également Béatrice et puis Tchak et tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE et ils sont très nombreux. On va pas citer des noms pour faire des jaloux. Merci à vous, chers spécialistes, d'être venus dans ce studio. Le plaisir est pour nous. On se dit à vendredi prochain. Toujours avec le même plaisir. Sans faute. La mise en onde de cette émission signée Gilles Dascaboré, la force tranquille. Hein.